Merci à Ninon pour cette invitation, à Monsieur Fuchs, bien sûr, le président, à qui je dois cette invitation pour venir parler de cet ouvrage qui est donc ici sur la table et donc qui sera dédicacé à la fin, qui est un ouvrage que j'ai fait paraître cette année en janvier, il y a quelques mois déjà, et qui traite donc du rapport entre l'artiste et l'artisan, et qui a ce titre Le geste et la pensée, parce qu'en fait, je vais expliquer que bien, les deux sont liés aussi bien pour l'artiste que pour l'artisan. Mais ceci dit, il y a des tensions qui sont apparues dans l'histoire, il y a des accointances, des rapprochements, mais en même temps, quelquefois des différences, et particulièrement des différences qu'on appelle statutaires, c'est-à-dire des artistes qui ont sociologiquement, qui s'établissent comme différents par rapport aux artistes et aux artisans, pardon, et ça entraîne un certain nombre de problématiques, et notamment au niveau de la création et également au niveau du poids, de la reconnaissance symbolique des métiers par rapport au monde de l'art. Voilà donc l'ouvrage donc, qui est paru aux éditions du CNRS, Le geste et la pensée. Alors, pour comprendre cette notion, ce rapport entre artistes et artisans, il faut dire que les choses, au départ, étaient confondues, c'est-à-dire que les artistes et les artisans eh bien, travaillaient de concert. Enfin, on faisait pas, il y avait une inadéquation entre la notion ou plutôt une adéquation en réalité, entre la notion d'art et la notion d'artisanat. C'était complètement lié, et on trouve des traces intéressantes à l'époque de l'Égypte ancienne, parce qu'on a des hiéroglyphes et qui donnent quelquefois d'ailleurs des traités sur l'art. Ça veut dire qu'on a déjà la preuve que des artistes ont réfléchi, ont amené une théorie sur leurs pratiques, des recettes, etc. Et bien sûr, on a des témoignages aussi sur ces artistes artisans, car il faut les appeler comme ça, qui avaient donc une pratique confondue, et qui unifiait complètement l'art et l'artisanat. Alors là, comme choix, c'est une ébauche d'une fresque. Donc on voit un travail de gravure, un travail d'enduit sur le mur, et puis des repentirs, un dessin. Donc c'est une préparation pour une fresque donc, de l'époque pharaonique. Alors on est dans une époque où le statut de l'artiste artisan est très fort parce qu'il est lié au sacré. Et on n'est pas rare de voir des scribes et ainsi que des prêtres. D'ailleurs, on a quelques exemples de prêtres qui sont aussi des artistes. Alors comme des moines à l'époque du Moyen-Âge, mais la fonction ici est très liée au côté rituel et à la maîtrise de l'écriture, parce que en fait, très peu de gens savent lire à l'époque, et les scribes, les artisans font partie de ces privilégiés, donc qui permettent un dialogue avec le divin et qui permettent un dialogue avec le sacré. Et donc ce sont des gens qui ont une fonction sociale importante à cette époque-là. Et donc l'artisan, jusqu'à l'époque grecque à peu près, a vraiment une place importante dans la société. Il jouit d'ailleurs de très belles conditions de travail qui lui sont octroyées à l'époque pharaonique. Alors là où on trouve également une indifférenciation totale, mais jusqu'à une période jusqu'au 19e, début 20e siècle, jusqu'à la colonisation et l'importation de l'idée d'artiste comme étant un individu, une pratique différente de celle de l'artisan, et qui est une invention occidentale, comme je vais vous le montrer, eh bien c'est dans les arts premiers. Dans les arts premiers, on n'a absolument pas de différence entre les artistes et les artisans. Alors voilà des photographies à caractère ethnographique qui ont été prises au 19e siècle, donc dans des tribus, des villages, ici au Soudan, et où on voit des forgerons avec bien sûr des pratiques artisanales qui sont différentes de l'Occident, mais dans ce monde, on a des signatures d'artisans qui existent déjà. Alors il y a beaucoup c'est un travail beaucoup de sculpture et de sculpture sur bois, hein, l'art africain,
et on a des signatures qui ont été identifiées, et c'est un travail communautaire. Souvent, le village donne son avis, modifie le travail de l'artisan. Donc c'est un travail, là aussi, qui a une fonction sociale importante dans les villages. Et on a aussi des phénomènes de cours, car il y a aussi des royaumes et des cours en Afrique dans les temps anciens. Et là, on a des artistes de cours également, comme je vais le montrer pour les époques ultérieures en Occident, enfin les époques de la Renaissance plutôt. Alors, en Asie, parce que le livre fait beaucoup de parallèles comme ça, j'essaie d'établir en fait essaie de concevoir ce monde de l'artisanat et ce monde des artistes de manière universelle, de savoir si finalement quels sont ces rapports, ces tensions ou ces similitudes entre les civilisations, les cultures. Alors en Chine, on a par contre une vision qu'on va trouver en Occident qui est une dévalorisation de l'artisan. L'artisan n'est pas très bien considéré parce que c'est quelqu'un qui en fait travaille, donc à partir du moment où il travaille pour de l'argent, et à partir de là, il y a une sorte de dévoiement moral en quelque sorte. On travaille pour de l'argent, donc il y a une suspicion de malhonnêteté. C'est une conception très morale, mais l'idée marchande est différente de la spiritualité, s'oppose au confucianisme, s'oppose à l'idée de la pure spiritualité. Et donc, dès lors qu'il y a une compromission avec l'argent, eh bien, il y a un risque que la profession ne soit pas très bien considérée. Ce sont des idées qui nous paraissent un peu curieuses, sont très morales, mais qui sont dans des classifications de la hiérarchie, enfin qui sont hiérarchisées en Chine ancienne. Alors, il y a en particulier le plus connu, ce sont les manufactures de porcelaine qui sont à Shenzhen et qui vont détenir un secret de fabrication jusqu'au XVIIIe siècle qu'on connaîtra en Occident seulement au XVIIIe siècle. Et cette fabrication de la porcelaine, elle est sous la domination de l'empereur. Donc c'est quelqu'un qui est propriétaire et qui va beaucoup, disons, réglementer ces métiers. Alors cette notion de manufacture est encore assez valorisée par rapport aux artisans regroupés dans des quartiers qui, eux, ont un statut qui n'est pas forcément le plus appréciable. Alors le statut le plus élevé, si je puis dire, qui n'est même pas un statut d'ailleurs, puisque c'est une confusion, c'est le peintre lettré, car il est de coutume pour un notable et également pour l'empereur d'être peintre. Alors ça, c'est une particularité parce que la peinture s'effectue au pinceau, c'est une calligraphie peinte. Il y a un rapprochement, en fait, on peint des caractères comme on peint des encres de Chine, des paysages, etc. Donc, ça est considéré comme un haut niveau de spiritualité, comme un haut niveau disons, de réflexion. Et là, on n'a pas quelque chose de marchand, on a quelque chose qui est tourné vers la pensée, vers quelque chose d'absolu. Voilà. Donc, c'est très, très différent du monde de l'artisanat. C'est des choses qu'on trouvera de temps à autre en Occident, mais qui sont propres à la Chine. C'est l'importance pour les notables de pratiquer la peinture pour se différencier du commun des mortels et ne pas être quelqu'un qui brasse de l'argent ou qui a une vision matérialiste de la vie. Donc c'est le confucianisme qui résonne dans ce sens. Alors, l'indistinction et en même temps la dévalorisation de l'artisan, elle date de la Grèce ancienne. C'est à ce moment-là que l'artisan va perdre, il y a une sorte de dégradation sociale. Par exemple, avec ce vase grec athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ, époque de Socrate, le siècle de Périclès, grande époque de Athènes, qui a vu la cité dominer l'Attique et le monde grec. Et il y a une production d'objets remarquables. Ici, c'est un cratère, c'est-à-dire un grand vase dans lequel on mélange l'eau et le vin, parce qu'on ne boit pas le vin pur, c'est un vin résineux
résineux qu'on mélange à l'eau, et c'est présenté lors des banquets. Donc c'est un objet qui est très fastueux, qui est commandé par des commanditaires qui veulent se faire remarquer. Et on remarque dans ce vase un travail d'artisan qui est parvenu à un haut degré de dessin, un haut degré notamment la maîtrise de l'anatomie, des gestes, des mouvements, etc. Et on a d'ailleurs une signature, mais tout ceci n'est qu'apparence, car en réalité, il s'agit d'une reconnaissance interprofessionnelle d'un potier qui s'appelle Euphronios et d'un peintre qui s'appelle Euxythéos, et qui sont un peu, qui cherchent à se différencier de leur concurrence, et un peu dans une optique, disons, disons professionnelle, de concurrence professionnelle, pour dire qu'ils sont les meilleurs dans leur pratique. Mais au niveau social, les artisans ne sont plus comme en Égypte, des représentants du sacré. Ce sont des artisans qui sont très déconsidérés, avec la même idée qu'on a en Chine, c'est-à-dire une idée où l'artisan finalement est quelqu'un qui en quelque sorte va déléguer, renoncer à sa liberté pour gagner de l'argent, pour vivre. Donc il vend son travail, donc il vend son âme quelque part. Et cette idée qu'on a en Chine, on la trouve en Grèce antique à cette époque-là. Donc l'artisan n'est plus un vecteur de transmission du sacré, c'est quelqu'un qui va être tout simplement un exécutant, et qui est relégué dans un quartier qui s'appelle le céramique, où travaillent des esclaves, des étrangers, donc des métèques, comme on dit dans le langage grec. Donc il y a quelques Grecs, citoyens grecs, mais ce n'est pas un travail qui est très valorisé. Alors il y a donc une contradiction fondamentale, mais dont on s'accommode très bien à l'époque, une grande appréciation des œuvres et du talent de ces gens-là, mais en même temps on ne les considère pas bien socialement. Et ça, c'est quelque chose qui va être un boulet, en quelque sorte, que les artisans vont traînent encore, malheureusement encore, quelquefois jusqu'à aujourd'hui. Et ça va beaucoup compter dans l'approche occidentale des arts décoratifs, de l'artisanat d'art, des métiers d'art. Alors, à l'époque du Moyen-Âge, lorsque s'effondre l'Empire romain, parce que dans l'Empire romain, on a à peu près la même idée qu'à l'époque grecque, hein, c'est la même considération un peu ambiguë et paradoxale entre la qualité du travail et le manque de reconnaissance sociale des artisans dans la société civile. Eh bien, on a un phénomène qui va être un peu curieux, c'est que la culture étant, après les invasions barbares, récupérée par les moines au Moyen-Âge, on y intègre certaines pratiques artisanales qui se sont perdues. Et que les moines vont essayer de garder au sein des monastères des savoir-faire hérités de l'Empire romain. Alors bien sûr, on connaît les moines copistes, les enluminures, mais il n'y a pas que ça. Les moines font aussi des objets en métal, font aussi donc des objets liturgiques, des ciboires, des monstrances, etc. Tout un tas d'objets de culte qui sont en métal. Donc, ils vont aussi réaliser les premiers vitraux. Donc il y a un travail, disons, de conservation du patrimoine des savoir-faire à cette époque-là au sein des monastères. Mais avec une particularité, c'est que ces moines vont, pour justifier ces pratiques artisanales, vont les considérer comme des arts mineurs, et donc vont en quelque sorte leur donner un statut qui va là aussi être un peu handicapant. Donc en fait, il y a là une ambiguïté entre la pratique de ces moines, qui est faite pour conserver des savoir-faire, et en même temps un travail qui n'est pas considéré comme spirituel, mais qui est considéré comme faisant partie des arts mécaniques, parce que c'est eux qui inventent cette notion d'art mécanique, d'art mineur, dès le 5e siècle. Voilà, donc ce travail ici s'effectue dans des scriptoria, c'est-à-dire dans des bibliothèques monastiques. Je reviens en arrière, là, ici. Alors, les choses évoluent quelque peu au XIIIe siècle.
Je remonte le temps comme ça. Lorsque les villes se développent, parce qu'auparavant, les villes, il n'y avait pas de villes, hein, c'est au Moyen-Âge, après les invasions barbares, les villes avaient été détruites quasiment. Donc la culture, le savoir, la lecture, tout cela était dans les monastères. Et les villes renaissent au XIIIe siècle avec des corporations. C'est à ce moment-là que les corporations se créent. Et ces corporations amènent une valorisation des artisans. Les artisans deviennent puissants, riches, se font entendre, quelquefois même vont prendre le contrôle des villes, hein, comme à Strasbourg d'ailleurs, mais pas seulement, en Italie, à Florence par exemple, les Médicis sont des marchands. Alors, il y a deux types de corporations, de grands types, il y a les marchands et les fabricants. Les marchands se considèrent comme au-dessus du panier par rapport aux fabricants, mais bon, ce sont des corporations quand même dans les deux cas. Alors voilà un exemple, hein, ici c'est un menuisier qui fait des meubles avec ce qu'on appelle des feuilles, des sculptures en parchemin plissé, qui est un décor typique, un des premiers exemples d'ornements autonomes, non inspirés par l'architecture, propre au mobilier. Et voilà, donc on le voit travailler. Il est représenté dans une enluminure, donc ça veut dire que c'est déjà une figure intéressante, importante de la cité. C'est quelqu'un qui déjà compte et donc est digne d'intérêt. Donc on voit que les artisans sont parvenus à une certaine force de représentation, qu'ils comptent dans l'économie des villes et qu'ils vont pouvoir donc déjà s'affirmer en faux par rapport à l'idée des arts mineurs, des arts mécaniques. Et d'ailleurs, ils jouissent pour certains de très bonnes conditions de travail, notamment sur le chantier des cathédrales, où ils ont beaucoup de jours de congé, ils sont très bien payés, ils sont bien sûr considérés pour leur savoir-faire. Donc il y a ces corporations protègent avec un système d'ailleurs d'enseignement, de protection aussi sociale, puisqu'il y a on aide les anciens maîtres, il y a des pensions qui leur sont versées, il y a tout l'apprentissage, le système apprenti-compagnon-maître qui est mis en place par les corporations, donc il y a tout un enseignement contrôlé, donc tout ça donne une certaine valorisation au métier, un certain confort au métier par rapport à ce qu'il pouvait être dans les temps plus anciens. Et certains d'entre eux, comme c'est le cas avec ce Hennequin du Vivier, qui réalise ici le sceptre de Charles V, dit sceptre de Charlemagne, on est là au XIVe siècle, deviennent des orfèvres de cour et sont anoblis. Alors ça, c'est quelque chose qui est très particulier à l'Occident, c'est-à-dire le fait qu'on ait des artistes ou des artisans qui vont être aristocrates, qui vont être anoblis. On l'a oublié, mais ça existait. Et en fait, ce sont des orfèvres qui travaillent à la cour et qui ont été soustraits par les souverains, les seigneurs, les souverains, pour travailler à leur compte, travailler autour d'eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin de représentation nouveau. Les seigneurs veulent utiliser les arts pour se montrer, montrer leur pouvoir, instrumentaliser l'art pour montrer leur puissance et faire reconnaître souvent leur propriété, leur titre, etc., leur légitimité. Hein. Voilà, donc c'est quelque chose qui est nouveau et qui va profiter au départ aussi bien aux artistes qu'aux artisans, aussi bien à des enlumineurs, des peintres, qu'à des artisans comme des orfèvres ou des verriers. On a des gentilshommes verriers également qui on donne des domaines, des forêts pour qu'ils puissent pratiquer leur art. Mais tout ça va bientôt profiter aux seuls artistes et ceci se passe à la Renaissance. Et c'est là où il y a un clivage qu'on vit toujours aujourd'hui entre les beaux-arts et les arts décoratifs, entre les artistes et les artisans d'art, malheureusement, encore très, très souvent. C'est lorsque les artistes vont profiter de ce jeu de cour auprès des seigneurs et de tous ces avantages. Donc, ils ont des logements, ils ne sont pas assujettis à l'apprentissage, enfin, ils peuvent avoir autant d'apprentis qu'ils veulent, alors que c'est réglementé dans les corporations, ils ont accès aux meilleures commandes, etc. Enfin, ils ont, disons, un certain nombre d'avantages par rapport aux artisans des villes, aux artisans des corporations, et ils se mettent à théoriser progressivement et à se prendre pour des savants.
Dans la cour, en effet, il y a des poètes et il y a des géomètres, il y a des savants qui sont des musiciens également. Et en fait, ce qui est considéré comme art libéral à l'époque, c'est-à-dire art de la pensée, ça ce sont les moines qui ont défini ça, c'est tout ce qui relève, c'est curieux pour nous aujourd'hui, mais c'est ce qui relève des mathématiques. Parce que les mathématiques, c'est le nombre d'or. C'est la manière de maîtriser l'esthétique par la géométrie. Donc de rendre l'art rationnel. On quantifie avec la section d'or, avec la géométrie, permet de tout mesurer de manière harmonique, de faire un monde de beauté idéal par l'harmonie de la section d'or. C'est le fameux nombre d'or. Alors, ces artistes vont exploiter ça et vont se mettre à utiliser le nombre d'or. C'est le cas de Léonard de Vinci. Il y a une grande exposition actuellement qui se tient au Louvre sur Léonard de Vinci, mais de tous les artistes de la Renaissance en général et même après. Ils vont également utiliser la perspective euclidienne, la perspective géométrique. Dans la science, ils vont aussi utiliser la médecine pour l'anatomie et donc se constituer comme ça une érudition de manière à se distinguer de l'artisan qui n'a que son rabot ou qui souffle le verre, enfin bref, qui est dans la pratique du métier, mais qui ne manie pas aussi bien que le dessin. Et le dessin va être leur langage à eux, le langage des artistes, alors que les artisans sont plus dans la matière, et également donc toute cette science de la géométrie. Et puis autre chose, ils vont profiter des poètes qui sont dans la cour pour se bâtir un discours sur eux-mêmes. Les poètes vont être leur faire-valoir, écrire des livres sur eux, des biographies. Alors c'est le cas de Vasari, par exemple, qui va être le premier à faire un lobbying pour les peintres en disant, voilà, les peintres ou les architectes et les sculpteurs, puisque c'est désormais ces trois domaines qui sont dits conçus comme artistes, comme beaux-arts. Les artistes, ce sont à la fois des peintres, des sculpteurs et des architectes. Cette notion-là vient de Vasari, qui écrit la vie des plus excellents peintres au XVIe siècle. Donc ça vient un petit peu après, mais il se constitue comme ça donc une sorte d'aura symbolique qui les différencie des corporations et du monde des artisans. Ils s'organisent ensuite, à la fin du XVIe siècle, en académie, parce que c'était ça qui leur manquait. Ils étaient jusqu'alors obligés de travailler pour le prince. Désormais, ils ont leur propre institution. Ils ont les académies des beaux-arts qui sont créées en Italie d'abord, puis en France, c'est en 1648 qu'a créé la première académie des beaux-arts. Voilà une réunion au XVIIIe siècle. On est au Louvre, ils se réunissent. Voilà. Ils vont organiser leur propre salon. Ils vont progressivement mettre en place aussi des musées. Donc ce sera une manière d'avoir une reconnaissance à la fois autonome et institutionnelle, et donc d'être des concurrents des corporations en termes économiques, puisque désormais ils ont leur propre structure représentative. Ils sont autonomes par rapport aux princes. Ils n'ont plus besoin forcément de passer par les jeux de cour uniquement pour se faire reconnaître. Donc ils deviennent symboliquement des personnes qui à la fois se distinguent des artisans et ont tendance à les mépriser, ou en général des corporations, parce qu'ils méprisent aussi les peintres de Saint-Luc, c'est-à-dire la corporation de Saint-Luc, c'est la corporation des peintres, et ils considèrent que ce sont juste des décorateurs, ce sont des gens qui sont juste bons à faire des faux marbres, à restaurer des vieilles boiseries peintes. Enfin bref, ce n'est pas du tout des artistes. Donc il y a des corporations de peintres également, et ils les méprisent. Tout ce qui est du domaine de la corporation, y compris dans leur propre pratique. C'est principalement les peintres qui mènent la danse, mais les architectes et les artistes et les sculpteurs également participent de ce phénomène. Alors, certains artisans vont accepter le jeu de cour et vont essayer de se rapprocher des artistes. Et c'est là où ça nous intéresse, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup cette tendance d'être proche de l'art contemporain, de s'inspirer, d'être un artisan créateur, etc. Alors, ça remonte à la Renaissance également. C'est marginal, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui tentent cette approche, qui veulent rester dans le jeu de cour et qui veulent s'inspirer des beaux-arts, et particulièrement des beaux-arts savants, c'est-à-dire, parce que les artistes, ce que j'ai oublié de dire également, non seulement maîtrisent la
science, de l'anatomie, écrivent des traités esthétiques, les sciences de la perspective, le nombre d'ordres, etc. Mais également, ce sont des gens qui se cultivent par la connaissance de l'Antiquité, la mythologie, et également de tout l'art sacré, les évangiles, la Bible, etc. Donc qui se constitue une culture classique, en fait, et donc qui sont littéraires. Alors que les artisans, même si on sait par des études qu'ils savent très bien lire et écrire, et qui sont aussi collectionneurs, et qui ne sont pas du tout un culte comme les peintres ou les artistes veulent le faire croire, eh bien ces artistes veulent faire croire qu'ils sont des gens très érudits, très cultivés. Alors, c'est pas simple pour ces artisans d'arriver à se hisser à ce domaine de connaissances, mais certains le font comme Bernard Palissy, qui travaille pour Catherine de Médicis, donc aux seconde moitié du XVIe siècle. Et c'est ce qu'on pourrait vraiment appeler un artiste artisan, un artisan créateur. C'est quelqu'un qui expérimente la matière pour trouver des solutions nouvelles en céramique. Et là, il fait ce qu'il appelle les émaux jaspés, c'est-à-dire des émaux qui sont matiéristes, qui sont hyper réalistes, qui donnent l'impression que les animaux sont vivants. Alors il va jusqu'à même, ce qui est aujourd'hui une aberration, mais mouler des reptiles, des crustacés vivants pour avoir le vérisme, un hyper réalisme. Et donc on est sur un artisan chercheur qui évidemment va beaucoup plaire à la cour. Et donc, il n'est pas dans une reproduction du geste à l'ancienne, par apprentissage, dans la fidélité d'un atelier où les choses évoluent très lentement, mais qui est dans un jeu de cours donc, ouvert sur le monde de l'art, la Renaissance, la créativité de la Renaissance. Un exemple aussi de cet art-objet, de cette adéquation, ces passerelles entre la sculpture ici et les arts décoratifs, entre l'artisanat et l'artisanat d'art et les beaux-arts, c'est cette fameuse salière de François Ier qui est conservée à Vienne, au musée d'art et d'histoire de Vienne en Autriche, de Benvenuto Cellini. Et on se demande si c'est une sculpture ou si c'est un objet. Enfin, quand on le regarde, on pense que c'est une statuette. En réalité, c'est une salière qui était destinée à être posée sur une table dressée pour des hôtes de marque. Ça s'appelle un surtout, c'est-à-dire on met des pièces, on met dessus des fruits, des choses comme ça, pour essayer d'éblouir ces visiteurs. Voilà, donc voilà encore un travail caractéristique de cette époque de la Renaissance, où il y a quelques objets très, très créatifs. Alors là aussi, Cellini a écrit un traité sur l'orfèvrerie, qui a été édité en français d'ailleurs, où il explique tout son travail sur l'émail, le travail également de rendu assez hyper réaliste qu'il essaye de donner par rapport aux émaux qu'on connaissait à l'époque, c'est-à-dire champ-levé, sur basse-taille, et qu'on commençait à pratiquer comme les émaux peints au XVIe siècle. Et champ-levé plus ancien. Voilà. Alors, une importance aussi pour les supplémentaires dans le statut des artistes, c'est le fait de devenir des directeurs artistiques. À partir du moment où ils sont bien en cours et ils sont très bien considérés pour leurs connaissances, pourquoi est-ce qu'ils ne deviendraient pas les maîtres des artisans ? Alors, certains vont donc devenir des designers, des directeurs artistiques, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire, ils vont aussi bien faire des portraits, des peintures, etc., mais ils vont aussi dessiner des objets. Alors c'est le cas ici, avec Holbein. C'est pas très connu, évidemment, c'est un grand peintre, Hans Holbein, mais on connaît moins que ses bijoux. Il a dessiné des bijoux, voilà, pour Henri VIII, pour le roi d'Angleterre. Il a été dans plusieurs cours. Un autre, Giuseppe Arcimboldo, très connu pour ses figures très curieuses avec des pommes, etc., des fruits, voilà. Eh bien, c'est quelqu'un qui fait de la scénographie.
parce que il y a de l'événementiel. À l'époque, on éblouit par des grandes fêtes ces visiteurs. Alors il nous reste que des dessins ou des gravures, mais c'est des choses qui étaient importantes pour les souverains de l'époque. Ils avaient besoin d'une production au quotidien d'art décoratif, d'objets pour des événements, des entrées dans des villes, des fêtes comme ça. Et bien là, par exemple, Arcimboldo dessine pour Maximilien Ier d'Autriche des costumes, des traîneaux, voilà, donc inspiré de ces peintures maniéristes. Voilà, donc ce sont des artistes designers. Voilà, qui contrôlent, donc ils demandent à des artisans de fabriquer les objets pour eux. Alors on arrive comme ça à un personnage incroyable qui est Charles Lebrun, qui est un artiste commissionné par Louis XIV, qui est premier peintre du roi, directeur de la manufacture des Gobelins, et en même temps, il cumule tous les pouvoirs, et également de l'Académie des Beaux-Arts, l'Académie de peinture, royale de peinture et sculpture, ça s'appelle comme ça à l'époque. Et voilà, donc là, Charles Lebrun réalise une grande peinture qui va être tissée d'ailleurs au Gobelin, où c'est Louis XIV qui montre Louis XIV qui vient rendre visite aux artisans qui lui montrent tout ce qu'ils ont fait pour lui, beaucoup d'orfèvrerie. Au Gobelin à l'époque, on ne faisait pas que de la tapisserie, il y avait aussi de l'orfèvrerie, il y avait de la pierre dure, etc. Donc on arrive vraiment à un statut de directeur artistique pour Versailles. C'est quelqu'un qui équipe Versailles, il fait les plafonds peints de la grande galerie des glaces, il fait le dessin de tous les mobiles, de tous les meubles, c'est un artiste designer, mais pour un projet considérable, bien plus important que ceux ponctuels d'un Holbein ou d'un Arcimboldo. Un exemple rare de persistance de l'artiste designer, de l'artisan créateur, de l'artisan innovant, c'est bien entendu André-Charles Boulle. André-Charles Boulle qui utilise la marqueterie d'étain et d'écaille. C'est André-Charles Boulle qui met en place, qui va lancer la mode de la marqueterie. C'est André-Charles Boulle qui va aussi inventer la commode, qui va également inventer le couple ébénisterie-bronze d'art, qui était quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Il va mettre au point le bronze d'art comme une véritable orfèvrerie du meuble. Donc c'est quelqu'un qui joue un grand rôle dans le lancement de la grande ébénisterie du XVIIIe siècle. C'est vraiment un inventeur de génie. Il avait ses appartements au Louvre, c'était le premier ébéniste du roi, et il avait plus que des appartements, un atelier avec des dizaines d'ouvriers sur 2 étages au Louvre, au Palais du Louvre. Hein. Donc, mais c'est une exception. Les artistes dominent largement. Ils sont très peu nombreux, ces artisans, à arriver à faire valoir leur créativité, leur travail au sein de la cour près du souverain. Alors, il y a un changement au XVIIIe siècle qui se produit par l'économie. Et ça va être quelque chose qu'on va trouver au XIXe et encore aujourd'hui. C'est l'objet est partout. Au XVIIIe, on a le lancement de ce qu'on appelle l'industrie du luxe. Donc, on connaît très bien en France, hein, on a des marques qui représentent très bien ça. Eh bien, cette économie du luxe, elle est lancée au XVIIIe siècle. Et par exemple, ici, il s'agit de tapisseries de Beauvais pour ce qu'on appelle les tapisseries de garniture pour des meubles de l'époque. Mais c'est une industrie considérable dans tous les domaines, le mobilier, le papier peint, les cotonnades, enfin bref, ça emploie énormément de personnes. C'est Versailles qui a lancé par un premier projet le modèle des industries du luxe et qui ensuite va se développer dans des ateliers privés dans toute la France. Et ceci va permettre une valorisation de l'artisanat par le poids économique des artisans. Puisqu'ils sont économiquement puissants, eh bien, ils pèsent par rapport aux artistes. Et les artistes vont être obligés de fournir des modèles. Donc, du coup, il y aura une collaboration qui va se produire. On assiste à une sorte de dissolution de la hiérarchie des arts au XVIIIe siècle. Les artistes sont obligés de fournir des modèles et de travailler avec les artisans. Alors, symboliquement, la différenciation et la hiérarchie demeurent, mais dans les faits, les rapprochements sont très, très nombreux.
un autre exemple, fin 18e, on a oublié aujourd'hui les ancêtres du cinéma, c'était les panoramas. C'était des grands édifices dans lesquels il y avait des toiles à 360 degrés de type géode qui entouraient le spectateur qui était placé au centre. On se trouvait placé dans un décor panoramique, panoptique, avec une ville ou une scène de bataille, etc. Et c'était des artistes qui faisaient ces toiles, en général des équipes d'artistes pas très connus, mais qui faisaient un travail finalement décoratif, finalement un travail appliqué, un travail qui n'était pas destiné à des collectionneurs, mais destiné au public. Hein, et c'est un travail très intéressant. Le dernier exemple de rapprochement qu'on a entre les artistes et les artisans obligés de collaborer par les commandes, par le marché, c'est l'époque napoléonienne. Napoléon encourage de toutes les façons possibles la renaissance des métiers d'art après la Révolution française qui a vu la disparition de la clientèle aristocratique qui était une grosse, qui commandait énormément d'objets, qui a également essayé de faire revivre les manufactures parce qu'il n'y avait plus de commandes, et donc relance tout un tas de chantiers, des réaménagements comme ici au château de Compiègne, et fait appel à un couple d'architectes, Percier et Fontaine, pour réaliser les modèles. Donc on est sur à la fois un principe à la Lebrun, Versailles, avec des directeurs artistiques qui fournissent des modèles, et en même temps une obligation très forte de collaboration, comme on avait au XVIIIe, avec la naissance des industries d'art, c'est-à-dire après la dissolution des corporations à la Révolution, désormais on a des entreprises d'art, et qu'on a encore aujourd'hui, hein, par exemple dans la porcelaine, je pense à la manufacture Reynaud, par exemple, Bernardaud, etc. C'est des choses qui sont héritières de cette époque-là, c'est-à-dire des maisons d'art avec des dizaines d'employés. À l'époque, on avait jusqu'à 200, 500 ouvriers, ce qu'on trouve en Chine aujourd'hui, comme manufacture. Hein, c'était considérable. Donc il y avait toute l'Europe qui commandait en France, souvent une Europe un peu annexée par Napoléon, il faut bien dire. Mais voilà, donc c'est la naissance de l'industrie d'art par rapport à l'atelier d'artisans à cette époque-là. Et donc on a des chefs d'entreprise plus que des artisans dans leur atelier avec quelques apprentis et compagnons. Voilà des exemples de collaboration. Isabelle, portraitiste en miniature, qui fait beaucoup de portraits pour bijoux. Ici, un vase de Sèvres avec le portrait de Napoléon, mais d'après un travail d'après une peinture célèbre. Voilà. Et au XIXe siècle, on a une révolution industrielle qui va à nouveau porter l'objet au pinacle, et donc le poids, et cette fois-ci non plus des artisans, mais des industries d'art, des maisons d'art, puisque c'est désormais le nouveau modèle économique de l'artisanat. C'est des entreprises qui sont encore aujourd'hui connues dans le monde du luxe plutôt, c'est-à-dire Baccarat, c'est-à-dire Saint-Louis, c'est-à-dire Dôme, c'est-à-dire ces entreprises de porcelaine que j'ai citées, c'est Christophe également, Hercuis, etc. Toutes ces marques qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, elles naissent au XIXe siècle. Ce sont des entreprises puissantes qui emploient, comme je l'ai dit, des dizaines, des centaines d'ouvriers et qui mettent en place vraiment une consommation plus étendue du luxe, une consommation plus étendue qu'on appellera le demi-luxe ou un luxe plus accessible, notamment par des procédés techniques très innovants. Alors je pense à Christophe qui va rendre l'orfèvrerie plus accessible grâce à la galvanoplastie, c'est-à-dire une dorure, plutôt que d'avoir de l'argent massif, on dore avec une fine pellicule et donc ça coûte beaucoup moins cher à l'achat et ça permet de vulgariser, disons d'avoir une orfèvrerie plus accessible que si c'était bien sûr de l'argent ou des matières précieuses massives. Donc ici, un fort effet de marketing, ce sont les expositions universelles. Alors on a d'abord des expositions des produits de l'industrie, puis des expositions universelles, et qui donnent une visibilité internationale aux artisans, à ces industries d'art, enfin ces maisons. Ici, par exemple, la Cour des Arts français, la première exposition en 1851,
ancien. Et c'est une exposition qui voit le triomphe des industries d'art françaises. Alors c'est présenté avec le décorum de l'époque. Les objets ne sont pas forcément de très bon goût, sont très chargés. C'est beaucoup de la reprise de style ancien. C'est pas très créatif, mais il y a un poids économique de ces entreprises qui permet de valoriser finalement l'objet esthétique par rapport au monde des beaux-arts. Monde des beaux-arts très figé dans des académies. Voilà, par exemple, Salon de peinture de 1827, avec son prix de Rome, ses récompenses, qui a mis en place un système hérité des académies d'art anciennes et qui snobe les artisans, les considère comme des arts mineurs, comme des gens à qui on donne des dessins à exécuter. Et donc on a une contradiction entre un poids économique considérable des industries d'art et de l'autre, des artisans, des artistes qui se considèrent comme, dans leur tour d'ivoire, des génies créateurs et bien au-dessus des artisans et de l'exécution des objets. Et on a peu, au XIXe siècle, d'exemples de collaboration ou du moins de fusion entre les deux mondes, comme on a pu en voir par le passé avec des Boulle, des Palissy, des Benvenuto Cellini, avec un certain, même avec les industries de luxe du XVIIIe. On a assez peu d'exemples. Quelques exemples pour démentir cela, c'est Rodin. Rodin qui collabore, qui est sculpteur au départ, et qui est sculpteur, excusez-moi, et qui va réaliser toute sa vie d'ailleurs, et au départ La Porte de l'Enfer, qui va être un moment important dans sa carrière de peintre. C'est un projet de porte monumentale pour le futur musée des arts décoratifs de Paris, qui ne sera ouvert que des décennies plus tard. Mais à l'époque, on s'apprête à l'ouvrir et en réalité, il sera décalé. Mais il va puiser nombre de ces sculptures dans cette porte foisonnante de motifs. Et puis parallèlement, il réalise des objets plus décoratifs, plus utilitaires, comme ici par exemple le piédestal des Titans, avec donc des cariettes, des atlantes, les caryatides c'est les femmes, des atlantes pour les hommes qui sont des hommes qui portent l'objet. Voilà. Alors, cette contradiction fondamentale entre un poids économique des industries d'art et de l'autre le snobisme, la prétention des artistes, elle va énerver certains théoriciens, en particulier un monsieur qui s'appelle William Morris, vous connaissez peut-être, je pense quand même, qui va lancer le mouvement Arts and Crafts en Angleterre et qui va affirmer qu'il n'y a pas de différence entre les arts majeurs et les arts mineurs, que tout ça c'est la même chose, ça procède de la création, qu'il n'y a pas de petit art et de grand art, qu'il n'y a pas d'art mécanique et d'art libéraux, qu'il n'y a pas des arts de la pensée avec l'esthétique et la géométrie, etc., le nombre d'or, et de l'autre, des artisans dans leur atelier avec leurs outils. Tout cela, ça relève du geste créateur unique. Et on commence d'ailleurs à voir que toutes les autres civilisations, comme je l'ai dit au début, ne confondent l'artiste et l'artisan. C'est le cas en Afrique, c'est le cas en Asie, c'était le cas dans les époques anciennes, et c'est le cas par exemple ici en Inde. Donc tout cela avec les voyages, avec le développement des empires coloniaux à cette époque-là, on commence à mieux connaître, à mieux appréhender les cultures différentes de l'Occident, et donc on se rend compte qu'il y a là une aberration typiquement occidentale, et William Morris va lutter contre ça. Là, c'est le cas aussi au Japon. Voilà des fabricants de bougies et de lacs, donc dans une rue de Tokyo probablement, enfin en tout cas au Japon. Et là aussi, les Japonais, pour exposer à la première exposition universelle à Vienne en Autriche en 1873, vont devoir inventer le terme beaux-arts, parce qu'il y a des sections dans les expos universelles, et on leur dit, voilà, pour la section beaux-arts, mais qu'est-ce que c'est les beaux-arts, disent les Japonais. C'est pas tout à fait de l'artisanat, c'est de la peinture. Alors, ils ne comprennent pas. Alors, ils inventent un mot, ça s'appelle bijutsu.
Bijutsu, ça veut dire beaux-arts. Ça n'existe pas à l'époque au Japon. C'est pour dire la différence culturelle qui peut exister entre la France entre l'Europe et la France, oui, l'Europe, et puis le Japon ou l'Autriche. Voilà un exemple de travail Arts and Crafts de William Morris, réunir la peinture, ici Burne Jones, pour un panneau laqué façon Quattrocento un petit peu, et puis les artisans, puisqu'il s'agit d'un travail d'ébénisterie, un travail d'assemblage, de menuiserie, pour un meuble qui est un petit peu archaïsant, qui est un petit peu à la manière moyenâgeuse. William Morris pensant que au Moyen-Âge, il y avait une adéquation parfaite entre artistes et artisans, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on a vu que les artisans n'étaient pas toujours très bien considérés socialement parlant. Voilà, alors ça amène les artistes d'avant-garde qui se positionnent contre l'académie à récupérer l'idée qu'il n'y a pas d'art mineur, il n'y a pas d'art majeur, on est tous égaux. Il y a une égalité des arts, une unité des arts, comme on dit à l'époque, et c'est un moyen supplémentaire de lutter contre l'académisme, contre les prix de Rome, contre ce qu'on appelle les salonnards, c'est-à-dire ceux qui font les salons des peintures pour avoir des médailles et des commandes. Et voilà Gauguin, par exemple, ce Gauguin se met à la poterie, va faire des éventails. Les impressionnistes font des éventails, au début en tout cas. Et le summum, c'est évidemment les nabis, les peintres nabis qui, eux, vraiment revendiquent cette fusion en faisant des objets et en puisant leur inspiration principalement dans le japonisme qui est très à la mode et qui va devenir le symbole de cette unification des arts. Et voilà donc ici le travail de composition par le ma, c'est-à-dire le ma c'est le vide, mais un vide qui fait du sens. Il y a beaucoup, vous voyez, de vide, de blanc, c'est fait exprès, c'est ce vide qui comble, qui est typique d'une philosophie japonaise esthétique et spirituelle. Voilà, donc qui est complètement intégré dans ce travail de Pierre Bonnard, La promenade des nourrices, en 1894-97, paravent conservé au musée d'Orsay. C'est un paravent et c'est une peinture en même temps. Donc les artistes font désormais des objets. C'est des objets d'artistes. Exemple encore, André Derain. Les Fauves font une exposition en 1907 de céramique à la demande de Ambroise Vollard et ça donne donc des céramistes fauves. Voilà encore un exemple de collaboration. Ça va même jusqu'à une redéfinition de la peinture elle-même qui va devenir, c'est une ouverture vers l'abstraction. C'est pour dire que les arts décoratifs ont une importance considérable dans l'art moderne avec le talisman de Paul Sérusier que vous avez sur la gauche, qui est conservé au musée d'Orsay, et qui est, selon la définition de Sérusier, des taches de couleurs en un certain ordre assemblé. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la composition par la couleur et non plus le motif. Alors qu'avant, on peignait, bien sûr, le sujet était important. Désormais, c'est la plasticité de l'œuvre qui est importante, c'est-à-dire la composition colorée autonome par rapport au sujet. Et ça aurait été inspiré par des projections de lumière de vitraux sur le sol qui auraient donné à Sérusier l'idée d'une composition abstraite par la couleur. C'est la naissance de l'abstraction grâce aux arts décoratifs. Ça influence également Monet. Des nymphéas, on a des grandes tapisseries colorées, quasiment abstraites à la fin de sa vie. Donc la tapisserie, par la bidimensionnalité, influence Monet, ce qu'on sait assez peu. Voilà, donc c'est important. Alors, tout cela est parfaitement assimilé par les artistes, on a oublié, et ça donne naissance à des mouvements d'avant-garde qui unissent production d'objets et plasticité. C'est le cas des suprématistes comme Malevich avec ses services à thé en 1923. C'est le cas, bien entendu, de Mondrian qui influence la naissance d'un mouvement qui est donc le néoplasticisme avec la production par Rietveld ici de fauteuils. Le Bauhaus aussi qui à ses débuts revendique la posture arts and craft d'unité entre artistes et artisans. Donc on est dans une logique qui se maintient, vous voyez, presque à la première moitié du XXe siècle. Donc c'est important. À Strasbourg, bien entendu,
très connu, le café de l'Aubette, qui est une émanation de cette interaction entre peinture, entre plasticité et puis un objet par un intérieur et par des meubles. Ici, Picasso également, il fait beaucoup de décors de théâtre, des costumes. Bon, pour lui, c'est un peu alimentaire, il faut être honnête, c'est pas, il préfère la peinture. Certains artistes font des objets pour gagner un peu de sous parce que leur peinture ne se vend pas bien. Bon, faut être honnête, hein. C'est aussi un peu le cas de certains habits. Ils vont délaisser d'ailleurs l'objet quand leur peinture, leurs travaux artistiques marcheront mieux. Mais certains en ont vraiment une conviction, ils ne veulent pas de différence. Alors, un des cas qui va maintenir ce flambeau-là, c'est Maurice Denis, et beaucoup dans l'art sacré d'ailleurs. Ici, Fernand Léger, lui aussi, va maintenir ce flambeau. C'est quelqu'un qui, jusqu'à la fin de sa vie, fera des céramiques. Il constatera que l'art décoratif, c'est quelque chose de visible de tout le monde. Tandis que ses peintures, elles sont pour des clients privés. Et lui, il est communiste. Donc, ce qu'il veut, c'est un art social. Il veut que tout le monde voit son travail. Il veut que ça influence la société. Il met du discours un peu politique dans son travail. Donc, pour lui, c'est important. Alors, au départ, on n'en est pas là. Dans les années 20, il fait des décors de scénographie, de théâtre. Ici, c'est pour les ballets suédois. On est en 1923 avec des costumes et des décors. On est à l'époque des années folles, mais c'est quelque chose qui maintiendra jusqu'à la fin de sa vie. Le symbole de cette unification, c'est Henri Matisse, qui va finir dans l'ornement. Pour lui, la peinture, ça devient de l'ornement. Alors ça commence avec la danse, et puis la Chapelle de Vence, dernière grande opus de son œuvre. Henri Matisse, donc, Chapelle de Vence, 1950-1951, une époque de renouveau de l'art sacré dans ces années-là où l'Église essaye de se rapprocher des artistes contemporains et de les intégrer. On reconstruit beaucoup d'églises qui ont été détruites par la guerre, des cathédrales, etc., beaucoup de vitraux, et donc se rapproche des artistes contemporains. C'est le cas ici avec les Dominicains et la Chapelle de Vence, où il dessine des chasubles, les vitraux, enfin il fait vraiment un art total, un Gesamtkunstwerk, une œuvre d'art totale qui englobe l'ensemble des éléments pour faire un décor unifié. Autre exemple, un petit peu avant, c'est à l'exposition de 1937 qui prétendait réunir, dans le terme, l'appellation de l'expo, c'est Exposition des arts et techniques, dans la vie moderne. Donc c'est une exposition qui veut unir les deux. Eh bien, Robert Delaunay met au point un type de revêtement à base de ciment, un ciment un peu décoratif, si vous voulez, un art mural avec des nouvelles techniques de revêtement. Et puis également, parallèlement à ça, il décore plusieurs pavillons, notamment le pavillon de l'air, dans lequel on peut monter, on circule dans ces grands anneaux là. C'est une véritable scénographie d'un pavillon suspendu avec un avion au centre. Enfin, c'est un travail de sculpture décorative quasiment. Alors, le danger pour cette unification, ce rapport de plus en plus rapproché entre les artistes et l'objet, ça va venir d'un monde qu'on peut dire capitaliste, c'est celui du design industriel, qui, à mon sens, ce que j'explique dans le livre, n'a pas compris que l'objet était ils avaient le même combat que les artisans, c'était l'objet esthétique. Or, eux veulent se montrer plus modernes que les artisans. Ils veulent abandonner les pratiques manuelles. Et c'est lié au développement des usines, de la fabrication par les machines, et donc une fabrication en série, ce qu'on appelle la mécanisation. Et du coup, naît une nouvelle profession qui est la profession de designer industriel, et qui se veulent beaucoup plus modernes que les artisans, etc. Et ils vont perdre tout le travail de lobbying, tout le travail de valorisation qui avait été fait pour rapprocher les artistes des artisans et pour profiter de l'importance qu'avait désormais l'objet dans la création. Et ils vont vouloir s'isoler dans une profession à part. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, l'importance du design qu'a pris le design par rapport à l'artisanat dans nos sociétés grâce à la mécanisation. Néanmoins, l'artisanat qui aurait pu être liquidé à cause de cette mécanisation résiste, et c'est la preuve de salons comme celui-ci, comme Résonance. Des gens comme Picasso à Valoris continuent de s'intéresser à l'objet, après Matisse, après les Fauves, après les impressionnistes, après les Nabis, etc. On a ce qu'on appelle un néo-artisanat.
et qui, par un phénomène de mode assez curieux, ça a été analysé par Bourdieu et par un certain nombre de sociologues, des jeunes élites urbaines, un peu hippies, il faut dire, dans les années fin 60-70, vont, pour un petit peu s'opposer à la société de consommation, donc au design, vont vouloir retourner vers le geste, vers l'artisanat, etc. Et ça va permettre de maintenir en vie un artisanat qui était sur le point d'être liquidé par le design, d'être remplacé par le design, par l'objet, disons, de série, hein, donc un peu plus anonyme. Voilà, donc là, c'était dû être avant, ça c'est léger sur la fin de sa carrière, fait des céramiques donc comme art public. Voilà, on a Chagall aussi. Donc, il y a c'est toute une mode comme ça d'artistes qui continue à alimenter cette vision d'un artisanat d'art qui doit rester. Là, ici, dans l'art sacré, avec un petit trou de mémoire ici. Oh là là, c'est pas vrai. Là, Notre-Dame de toute grâce dans les Alpes. Le plateau d'Assy, merci. C'est marqué en plus. Voilà, donc avec une collaboration, c'est un peu disparate. Il y a énormément de collaborations entre. Enfin, il y a beaucoup de commandes qui sont passées, mais il y a un peu tout le monde qui passe. Là, on va trouver tous les grands artistes de l'époque, plus ou moins connus aujourd'hui. Voilà. Alors certains veulent établir une passerelle avec le design. Alors, c'est le cas de Vasarely, c'est le cas de Georges Mathieu. À partir du moment où c'est un objet, ils essayent de s'intéresser à l'objet manufacturé plus qu'à l'objet artisanal, c'est-à-dire à l'objet traditionnel, les vitraux, les céramiques, etc., les mosaïques. Non, ils vont essayer de se tourner vers l'objet manufacturé, l'objet de série, et en faire un objet d'art, un objet contemporain. Alors, c'est une autre tendance, mais qui continue de marquer le rapprochement entre artistes et artisans. Entre artistes et objets, pardon. Voilà, Mathieu ici, avec la pièce de 10 francs à l'époque, avec les affiches pour Air France. Voilà, c'est des gens qui essaient de maintenir ce lien, cette indifférenciation entre le monde de l'artiste et le monde de l'artisan. Niki de Saint-Phal également, qui fait donc un packaging et un flacon pour des parfums et des tables en polyester peintes. Voilà, et puis plus récemment, Donald Judd, un Américain, qui édite ces chaises. Il est décédé, mais au travers de sa fondation. Donc, alors c'est assez exceptionnel, mais aujourd'hui, c'est assez exceptionnel, mais on a cru quand même à ce rapprochement entre art-objet jusqu'à la fin des années 70. Ça a été un phénomène quand même relativement important dans le monde de l'art qu'on a un petit peu oublié. Voilà, donc tout ce que je raconte dans ce livre, j'espère avoir été dans les temps. Oui, je suis just in time. Voilà. Donc pour vous avoir présenté ce vaste panorama sur le rapport entre artistes et artisans, comment il évolue, avec des tensions, des rapprochements, des oppositions, quelquefois des histoires un peu passionnelles, on va dire, de je t'aime moi non plus, entre les artistes et les artisans qu'on connaît au travers des arts mineurs, des arts majeurs, des arts mécaniques, des arts libéraux, des oppositions et qui sont encore un peu tangibles aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.